Bien. Merci. Bien, maintenant, je vais me tourner vers les financeurs. Donc, je vais donner la parole à Patrick Stocker, qui est le responsable du logement à la Fédération nationale du Crédit Agricole, et lui demander si, dans le cadre de la stratégie du Crédit Agricole sur le marché du logement, il y a une niche pour le logement intermédiaire. Et surtout, je voudrais savoir si les pouvoirs publics ont mis l'année dernière une enveloppe, tardivement d'ailleurs, puisqu'elle n'est venue que fin octobre, si cette enveloppe commence à être consommée. C'est un prêt locatif intermédiaire avec des conditions plus attractives que le PPLI traditionnel, puisqu'il y a une TVA à 10, comme on l'a déjà dit, ou une exonération de taxes sur le foncier bâti de 20 ans. Donc voilà, je voudrais faire un peu le point sur cette enveloppe et puis voir un peu la stratégie du Crédit Agricole sur ce marché. Bonjour à tous. Je sais pas si le micro marche. Est-ce que le micro marche? Oui, vous m'entendez? C'est bon. Excusez-moi. Peut-être trois points dans mon intervention. Revenir effectivement de façon globale sur l'approche et la vision du Crédit Agricole sur le logement social. Donner quelques éléments de réponse sur le PLI et puis revenir sur un montage nue propriété usufruit qui n'est pas du tout concurrent de celui qui vous était présenté avant, mais plutôt complémentaire, puisqu'il intéresserait plutôt des sociétés qui sont à l'IS. Donc sur le logement intermédiaire, on avait fait avec Alain Frecheville, qui est ici présent, un petit peu aussi également les assises du logement intermédiaire au sein même du Crédit Agricole, en mettant autour de la table. Et je pense que c'est intéressant parce que le logement intermédiaire nécessite une approche très transversale. Donc on a dans le groupe une compagnie d'assurance, Crédit Agricole Assurance, qui est un des premiers investisseurs probablement sur le logement. C'est pas très difficile parce que c'est pas beaucoup, ça fait pas des très très gros volumes. On a Amundi, qui est donc une société qui a notamment Amundi Immobilier, des gestions de CPI, qui est leader en France sur la vente de parts de SCPI. On avait Crédit Agricole Immobilier, qui est notre filiale de promotion, et puis CACIB et les caisses régionales, qui sont les premiers acteurs du financement de la promotion immobilière. Et puis on en a également parlé pour avoir toute la chaîne de valeur. On a un partenariat avec un groupe de logement social, le groupe Arcade, et sur lequel on discute. On a un peu une approche laboratoire avec eux sur un certain nombre de sujets. Donc on a essayé de mettre tout le monde autour de la table pour discuter et pour voir ce qu'on pourrait faire. La première réflexion, c'est que, et on en a bien entendu parler avec nos clients, que ce soit nos clients promoteurs ou organismes de logements sociaux. Première conclusion auquel on est arrivé, c'est que c'est compliqué, que les dispositifs n'étaient pas très connus et qu'on avait quand même un peu, là en France, la fâcheuse habitude de créer beaucoup de contraintes, tant au niveau juridique qu'au niveau fiscal, et puis après ça, de se dire c'est trop compliqué, donc comment est-ce qu'on peut faire pour mettre à côté des avantages fiscaux qui vont venir annuler des taxes qu'il y a ici. Donc au total, par rapport à l'objectif des pouvoirs publics et du président de la République de simplifier, à partir du moment où le logement social, les chiffres divergent, mais à peu près 96% à peu près des Français y sont éligibles. Alors même si après ça, des restrictions sur les localisations et le prix des immeubles, mais on fait quand même quelque chose de très compliqué pour quelque chose qui va s'adresser quand même, qui doit pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Et que cette difficulté de compréhension était quand même un obstacle à une diffusion rapide du produit, sachant que là, le temps politique et le temps de la construction ne se rejoignent pas tout à fait. Le ministre, il annonce
quelque chose et ils s'inquiètent le lendemain de voir qu'il n'y a pas un programme qui est lancé, alors que les instructions fiscales ne sont pas encore parues et que même quand elles sont parues, je disais tout de suite, c'est pas encore complètement clair. Notamment, alors ça c'est première réserve et un peu général, ça a été dit de façon plus ou moins claire par beaucoup d'intervenants, mais je pense que c'est important de le dire. Un programme immobilier, il faut plusieurs mois pour le lancer. Donc là-dessus, il y a un écart évident entre temps politique et temps immobilier. Deuxième réflexion, c'est que tout le monde était quand même intéressé par tout le monde était, quand il a compris et vu le potentiel, je crois que tout le monde était intéressé. Crédit Agricole Assurance a été un des premiers à lancer les nouveaux contrats d'assurance vie génération, donc dans lequel il doit y avoir du logement intermédiaire. Tous les promoteurs, bien entendu, tant celui du groupe que ceux de nos clients auxquels on a pu en parler, sont intéressés. Les organismes de logements sociaux également, sachant que quand même leur priorité, c'est quand même plutôt d'aller vers le logement social, d'aider les collectivités locales à remplir leur quota de loi SRU. Donc ils sont intéressés à en parler, mais ils se demandent un petit peu comment, dans des objectifs de construction qui sont relativement importants, comment s'y retrouver. Donc là, première image, c'est compliqué. Deuxième image, tout le monde s'y intéresse sans très bien savoir qu'est-ce que ça va donner et avec encore peu de projets précis. Mais en tout cas, au niveau du groupe, la perception, la prise en compte que le logement intermédiaire, c'était quelque chose qui s'inscrivait probablement de façon durable et sur lequel il fallait regarder toutes les opportunités, que ce soit en tant qu'investisseur ou en tant que banquier. Deuxième chose, pour répondre à la question posée sur le PLI, donc non, on n'en a pas fait aujourd'hui. La réponse ne surprendra personne. On a failli en faire quelques centaines de millions quand même, puisqu'on avait travaillé sur le fonds de la caisse, le fonds de la SNI, le fonds Argos, qui avait donc interrogé un peu l'ensemble de la place pour lever de la dette. Il y avait un montage qui avait été, donc les banques devaient intervenir sur ressources des fonds d'épargne. Et finalement, ce qui a été décidé, ça a été que c'était directement la caisse des dépôts qui allait prêter sur ces fonds d'épargne sans passer par la casse banque. Ça pose un peu la question de façon générale de l'utilisation de ces fonds d'épargne qu'on rencontre également sur le PLS, où on se rend compte que les banques ne sont pas à totale égalité probablement avec la caisse des dépôts dans la distribution de ces fonds. Alors c'est vrai qu'on est parfois réticent à aller sur des durées longues qui posent des problèmes dans les bilans bancaires. C'est vrai que ça pose des problèmes de marge et de rentabilité, mais on sent quand même qu'il y a deux environnements qui sont un peu différents et ça pose une interrogation. Alors sinon, il faut reconnaître aussi que les fonds d'épargne, c'est bien, ça a permis d'apporter des réponses au moment de la crise financière. Ça pose un problème de pérennité dans le temps et surtout aujourd'hui avec la politique de taux du livret A qui est déconnectée de des politiques européennes qui visent à alimenter les banques en liquidité à bateau. Donc le principal mécanisme, le RTRO, ne concerne pas l'immobilier, mais il y a une volonté d'alimenter avec des taux bas. Le problème aujourd'hui, c'est que le livret A, il est à 1%, donc si vous additionnez marge PLI, c'est au minimum, je crois, 1,40, donc ça vous fait du 2,40. C'est quand même pas très, très sexy, si vous me passez l'expression. Et que dans le bilan des banques, il y a également de l'épargne logement dont le taux est coincé à 2,50 et que là aussi les pouvoirs publics n'ont pas voulu décorréler. Mais au niveau de la ressource qui serait directement disponible, celle du livret A, il y a vraiment un problème de déconnexion entre la politique globale qui est menée et cette politique sur le taux du livret A. Et
pénalise au-delà du PLI, qui pénalise l'ensemble du logement social. Si la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France avait parlé d'un taux du livret A entre 0,25 et 0,50, par rapport à l'endettement global du logement social, 0,50 de baisse sur plus de 100 milliards, ça fait plus que les aides à la pierre qui sont distribuées chaque année. Donc voilà, sinon, globalement, dans les banques aujourd'hui, les taux sont bas, la liquidité existe. C'est vrai que dans l'approche bancaire, les ratios bancaires nous demandent, quand on fait des prêts, d'avoir des dépôts. Donc, je veux dire, les prêts qui sont secs, ce qu'on appelle secs, c'est-à-dire où il n'y a pas de flux qui sont associés, des possibilités de dépôt, pose un problème de par ces réglementations. Donc aujourd'hui, pour prêter, il faut avoir non seulement des fonds d'emprunt, mais il faut avoir ces dépôts qui sont dans les bilans des banques, et que, notamment au niveau du livret A, que l'État demande par ailleurs de centraliser à la Caisse des dépôts. Donc je veux dire, on est dans des équations qui sont un peu compliquées. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des taux, ils sont bas, ils devraient le rester avec l'injection massive de liquidités qui se fait aujourd'hui, peut-être de façon presque excessive, parce qu'il commence à y avoir des interrogations sur le sujet, mais et c'est quand même dans les modèles économiques de logement social d'avoir des taux au niveau auquel ils sont aujourd'hui, et une visibilité sur un niveau de taux qui devrait rester bas dans les prochains mois, qui est satisfaisante. Après ça, la question, c'est que notamment sur les fonds d'épargne, c'est des prêts à taux révisables, et ça avait été une grande question qu'il y avait eu sur le projet Argo. Je ne sais pas comment ils l'ont, je ne crois pas qu'il est encore résolu, de dire on a de la ressource à taux variable et il faut la transformer à taux fixe. Et là, c'est différent, et c'est plus compliqué, et un peu plus coûteux. Parce que c'est vrai que si on prend dans le bilan d'une opération, on peut avoir un décalage. Normalement, c'est l'augmentation des loyers qui va venir compenser la possible augmentation des taux, mais il peut y avoir, et on l'a vu dans les périodes passées, qu'il peut y avoir des décorrélations entre l'évolution des taux d'intérêt et l'évolution de l'inflation, au moins à court terme. À long terme, peut-être que tout ça se rétablira, mais ou des contraintes sur les loyers qui feraient que des blocages de loyers, des encadrements de loyers qui feraient que les loyers ne pourraient pas aboutir là-dessus. Donc ça reste, à mon avis, une question qui reste ouverte pour le logement intermédiaire comme pour le logement social également. Troisième élément de réponse que je voulais partager, on est en discussion avec un promoteur bordelais, Sévrini, qui a imaginé un montage dissociation nue propriété usufruit qui nous paraît intéressant. Donc on travaille un petit peu avec eux pour voir s'il y a des opérations qui pourraient se monter. L'idée, c'est de séparer la nue propriété et l'usufruit, où l'usufruitier, alors un peu contrairement au montage perle, l'usufruitier serait vendu à un investisseur qui confierait un mandat de gestion en fait à l'organisme de logement social, ou à l'investisseur qui resterait présent. De cette façon, l'usufruitier, donc ça ne marche bien entendu qu'avec un usufruitier qui est à l'IS, pourrait, dans le cadre d'une intégration fiscale, bénéficier d'une défiscalisation, et donc d'un levier fiscal qui serait intéressant. Et puis l'opération se déboucle au bout de 15 ans par absorption de l'usufruitier.
Donc le montage est intéressant parce qu'il permet d'abord à l'OLS ou à l'investisseur de s'afficher comme propriétaire de l'immeuble. Donc il est déjà dans le patrimoine de la société. Il évite la question du montage perle, de la rupture locative à l'échéance, puisque dans ces cas-là, il y a une continuité au niveau c'est sans impact pour le locataire. Et l'avantage, ça permettrait, dans ce type de montage, à l'investisseur de réduire le montant des fonds propres qui sont nécessaires, et ça les réduirait à peu près ça pourrait les permettre de leur diviser par 3 dans les schémas qu'on a pu voir. Donc on accompagne cette réflexion, on parlait d'innovation financière. Alors c'est vrai que l'innovation financière, c'est de faire payer quelque part à l'État l'avantage. Donc c'est toujours des montages sur lesquels... C'est problématique, oui. Mais à partir du moment où il faut trouver, où les données sont contraintes par les prix du foncier, par les prix... par les coûts de construction, même si on a vu des possibilités d'optimiser, et où les fonds propres sont rares dans le domaine de l'immobilier, enfin sont importants et sont rares, ça peut permettre de présenter un certain intérêt. Donc voilà. On peut, dans le domaine il y a des marges d'innovation financière, je pense qu'il ne faut pas rêver non plus, elles sont quand même limitées. Il y a ces montages qui sont intéressants, pour avoir les volumes que l'on peut faire, mais je pense qu'effectivement, ça permet d'apporter quelques éléments de réponse à ces équations financières qui sinon sont difficilement solvables si on prend en compte l'enjeu et la volumétrie des logements intermédiaires, sociaux ou libres qu'il faut faire en France. Oui. Donc avant de donner la parole, merci Monsieur Stocker, avant de donner la parole à Monsieur Brianceau, je voulais apporter une précision. Oui, le marché du logement social, comme le logement intermédiaire, puisque c'est voisin du logement social, et c'est souvent géré dans les établissements bancaires par les responsables du logement social, a une grave distorsion. Il a une grave distorsion parce que il y a la Caisse des dépôts. Et d'ailleurs, la Caisse des dépôts n'a pas souhaité répondre aux demandes des organisateurs pour venir autour de la table. Alors, elle peut nous expliquer s'expliquer un peu sur les fonds Argos, et puis peut-être est-elle gênée d'avoir des banquiers autour de la table, parce qu'il faut savoir quand même que sur le logement social, quand on a des enveloppes qui sont mises régulièrement tous les ans sur le marché par le pouvoir public, sur les fonds d'épargne de la Caisse des dépôts, mais qui sont alimentés par les livrets A ou les LDD, la Caisse des dépôts va voir les bailleurs sociaux et tout de suite place son enveloppe avec le package global. C'est-à-dire qu'elle va voir les bailleurs sociaux et elle dit « faut emprunter d'abord en priorité chez nous, parce que sinon, si vous ne prenez pas notre PLS ou notre PLI demain, eh bien, vous n'aurez pas de PLAI et vous n'aurez pas de plus. » Ce qui fait que les bailleurs sociaux, évidemment, se disant, bon, ben, nous, on a des programmes de plus et de PLAI, et donc ils prennent le PLS, et demain le PLI, ou dans le passé déjà le PLI, qui n'était pas très attractif, certes, et ce qui fait que les banquiers, après, se présentent devant les bailleurs sociaux, et ils passent en deuxième, troisième, après chacun passe à son tour, et la Caisse des dépôts a placé son enveloppe, et se préoccupant pas du reste de la place. Ça, c'est une distorsion grave de concurrence qu'on a soulevée, toute la profession a soulevé plusieurs fois auprès de Bercy, qui en est conscient, mais bon, vu que la Caisse des dépôts est un État dans l'État, et que c'est celui qui fait les fins de mois, souvent, de l'État, donc, évidemment, on n'a pas beaucoup évolué sur le sujet. Voilà, c'était une remarque que je voulais faire. Avant de passer maintenant la parole à
M. Brianceau, qui va vous donner le point de vue de la Caisse d'épargne sur le marché du logement intermédiaire. Je rappelle que les caisses d'épargne est comme le Crédit Agricole, un financeur ancien et important du marché du logement, et notamment du logement social. Les caisses d'épargne sont très positionnées sur le logement social parce qu'elles font partie, outre les financements qu'elles leur proposent, souvent du capital. Elles sont dans les tours de table des SA d'HLM. Voilà. Oui, merci. Donc effectivement, donc la partie caisse d'épargne, donc pour le compte du groupe BPCE, hein, nous avons un positionnement qui est assurément à vos côtés. Donc le positionnement de la caisse d'épargne, et bien évidemment du groupe BPCE, est orienté vers les bailleurs sociaux. Nous avons assurément, et depuis toujours, c'est rappelé à l'instant, sommes partenaires et nous serons toujours aux côtés des bailleurs sociaux. Et sur la partie PLI, je reviens parce qu'on a été très très en amont des premiers programmes PLI. Évidemment, la zone tendue, celle qui est la nôtre aujourd'hui, et qui nous concerne, puisque principalement, moi j'interviens sur l'Île-de-France, c'est la zone Paris et ces 29 communes de l'approche couronne. Et on a ainsi pu accompagner des bailleurs et avec des montants assez significatifs au titre des financements PLI. Et il a fallu trouver une articulation qui effectivement permettait un accompagnement des plus optimum qui soit entre la construction, les financements. Effectivement, c'était rappelé, la CDC est assez présente et naturellement présente. Donc on est à ses côtés aussi. Donc on a trouvé un maillage qui était suffisamment global pour être tout à la fois en préfinancement, en financement des PLI sur les fonds réglementés, en association avec le groupe du Crédit Foncier, avec des partenariats que nous avons ensemble, et avec la CDC de la même manière. Et pour améliorer le sujet, puisqu'il y a quand même les équipes d'opération sont aujourd'hui compliquées. On a une tension du foncier qui est prégnante, on le sait tous. Le prix du foncier est une donnée clé dans la réalisation du logement intermédiaire. Il faut correspondre au plafond de loyer, il faut correspondre aux ressources des locataires. Et donc cette équation qui est très compliquée, on trouve un certain équilibre toutefois en associant des prêts libres qui n'auront pas nécessairement les maturités des plus longues, mais néanmoins on arrive à avoir des maturités de prêts qui vont à 25-30 ans, si tant est que ce soit nécessaire, associés à des prêts de la CDC, qui ont, eux, des maturités qui peuvent aller jusqu'à 50 ans sur la partie foncière. Donc aujourd'hui, c'est selon les familles des opérateurs que l'on peut arriver à quelques divergences et à quelques équilibres d'opérations qui sont diverses. Vous avez des structures de bailleurs sociaux qui sont versés assurément sur le logement intermédiaire, sur lequel sont fléchés les logements intermédiaires et sur lequel on peut suivre très, très aisément. Ces sociétés-là ont bien souvent du foncier disponible, donc l'équation d'équipe d'opération est plus aisée. Vous avez d'autres véhicules qui sont aujourd'hui en réflexion, parce que la tension du prix du foncier fait qu'il est nécessaire aujourd'hui, c'est le constat que l'on a, d'avoir également des fonds propres conséquents. Alors comment obtenir des fonds propres qui sont aujourd'hui admis, c'est 20% de fonds propres sur des opérations en PLI aujourd'hui, et qui vont très facilement atteindre même 30% de fonds propres. Donc un élément de réponse, et ça fait quelques années déjà que c'est en place, c'est pouvoir récupérer des fonds propres par la vente de biens aux locataires, qu'on sait généralement être d'un bien vendu permet effectivement d'assurer la construction de 3 logements. Un autre moyen, après ce sont les adossements des sociétés auprès de leurs actionnaires préférés, et qui en a une capacité également à lever des fonds propres. Et là, nous sommes en train de regarder une troisième solution de financement qui est encore... qui participe au parcours résidentiel quelque part. L'idée, c'est effectivement de proposer, par le bailleur qui est sur cette opération, de regarder comment il est possible d'associer la réalisation, la production de logements
permettre ainsi d'être le plus actif possible dans l'offre qui manque cruellement sur l'Île-de-France. Associer le parcours résidentiel, tant qu'il est possible que cela s'intègre bien dans le financement, en faisant le jeu de l'association de la vente possible au bout des 10 années, grâce au dispositif actuel, des logements aux occupants de ces logements, permettant ainsi de se créer une dynamique de fonds propres qui va alimenter d'une certaine manière la création de logements. Bien sûr, c'est à terminaison, c'est un schéma qui est aujourd'hui envisagé. Donc on peut dire que pour la partie des éléments de construction, assurément, il nous faut trouver des pistes qui améliorent les équations financières, donc en associant des prêts long terme, de la CDC, des prêts libres des banques. On l'a rappelé, effectivement, les prêts PLS ou autres ne sont pas très rémunérateurs, et ça contraint bien entendu l'attrait des banques en la matière, mais nous sommes assurément partisans, nous intervenons énormément sur cette partie-là, et nous sommes tout à fait en phase avec cette dynamique d'accompagnement. Oui. D'accord. C'est dommage. Bon, je reprends à quel niveau? À quel niveau souhaitez-vous que je reprenne ou c'est celui... Donc voilà. Donc assurément, le problème du PLI, c'est un souci francilien. Les zones tendues, zone A bis. Nous sommes partenaires assurément des bailleurs sociaux. On a des solutions, on les étudie, on les expérimente. Nous sommes un outil qui est à utiliser pour effectivement vous associer, nous associer à vos projets pour les apprécier. On construit ensemble. On est un outil, il faut nous utiliser pour effectivement aborder les meilleurs de la manière qui soit le montage financier. Et à ce jour, donc, on a quand même réalisé plus de 50 millions d'euros sur les opérations de PLI ancienne version, mais l'attrait du LLI maintenant donne une nouvelle dimension, une nouvelle ouverture et un nouvel horizon au logement intermédiaire. Voilà ce qui concerne. Bien, merci M. Brianceau. Donc, je vais passer un peu à la salle parce que je vois que l'heure a considérablement avancé. Donc, y avez-vous des questions? Je vois une dame là au fond de la salle. Là. Bonjour, Emilia Guesso de la société Villogia. Accessoirement, pour information, je suis une ancienne de Séverini et j'ai monté l'ALS avec Jean-Louis Séverini, donc je connais bien le montage dont M. Stocker a parlé. Donc je vais pouvoir un petit peu compléter la chose. Alors, une première question concernant le financement LI. Il se trouve que le CCH, aujourd'hui, tant que les amendements ne sont pas passés, mais en tout cas ils ne sont pas passés aujourd'hui, ne nous autorise pas en VFA à financer le logement intermédiaire via un financement autre que libre. On ne peut pas faire du LI en VFA, nous, bailleurs sociaux, si on achète du logement intermédiaire. Ça, c'est la première chose. Alors, effectivement, a priori, il y a un amendement qui est en cours par rapport à la loi Macron. Il y a eu un article qui est passé aussi au CGI qui pourrait effectivement nous l'autoriser. Mais aujourd'hui, si on n'est pas en maîtrise d'ouvrage direct, on ne peut pas financer le logement intermédiaire, ce qui quand même pour nous est un petit peu problématique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport au financement PLI, je me posais une question parce que par rapport aux garanties collectivités qu'on pourrait obtenir et par rapport aux prêts, on nous demande, il y a une note ministérielle du mois d'avril 2014 qui nous impose de calculer le taux dans nos simulations du livret A à 2,40. Donc certes, le taux du livret A aujourd'hui est intéressant, mais aujourd'hui, quand on a des propositions par des promoteurs et qu'on fait une simulation financière pour validation en comité d'engagement, on est obligé d'utiliser un taux livret A à 2,40 plus la quotité de 1,40 de marge du prêt, ce qui nous fait finalement une simulation à 3,80, ce qui est un petit peu compliqué, même si ce ne sont pas effectivement les vraies annuités qu'on paye, mais aujourd'hui, pour la garantie de collectivité et pour les emprunts, on est obligé de le simuler comme ça. Alors, un premier étonnement, c'est de me dire, à une époque, il y a eu un PLS et un PLS complémentaire qui n'étaient pas sur le même taux. Est-ce que vous savez, par exemple, s'il y a une réflexion sur une baisse
du taux LI par rapport au taux PLI. Alors j'essaye de dissocier les deux prêts, mais qui pourrait permettre aux bailleurs sociaux d'améliorer leur simulation financière. Ça, c'était une première question. Une deuxième question, est-ce que vous connaissez, par exemple, la quote-part de fonds propres qu'on nous demande? Moi, j'avais entendu parler à une époque de 30% de fonds propres sur les financements PLI. Est-ce qu'il y a une réflexion sur une baisse de mise de fonds propres? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, en tant que bailleur social, le logement intermédiaire n'est pas forcément notre mission. Et mettre 30% de fonds propres plus un taux de prêt à 3,80 sur une opération à financer en logement intermédiaire, c'est un petit peu compliqué, puis ça ne me paraît pas forcément non plus cohérent de porter l'opération logement intermédiaire en tant que bailleur social. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? C'est ma première question, et puis après je parlerai du montage ALS, effectivement. Bien, écoutez, moi, à ma connaissance, je n'en sais rien pour tout vous dire, mais j'avais entendu qu'avec 20% de fonds propres, c'était suffisant sur des opérations en logement intermédiaire. Je vais peut-être passer la parole à M. Brianceau qui a quelques précisions. C'est bon, c'est bon. Donc c'est bon, ça fonctionne? Oui. Bien. Pour un entretien que j'ai eu avec un de mes clients et qui était très proche de la Caisse des dépôts et consignations, effectivement, la quote-part aujourd'hui des fonds propres serait bien de 30%. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Donc la réflexion est comment trouver une articulation différente. Donc soit effectivement c'est de passer par des financements purement bancaires. À ce moment-là, vous nous retrouvez tous autant que nous sommes partenaires bancaires. Décidément, j'ai un souci avec ce micro. J'ai pas envie de le manger, le micro. Non, j'ai l'impression d'avoir... c'est juste ça. Donc, or, le fait de pouvoir compter sur nos établissements, c'est une donnée qui est assurément certaine. Mais c'est aussi... Les 30% sont également une donnée importante d'équilibre d'opération. C'est quelque chose qui, de par le contexte tendu de la cherté des opérations, qui fait qu'effectivement, il est nécessaire, enfin, c'est le vœu et ça a été affiché comme tel, qu'effectivement les 30% soient aujourd'hui ce curseur. Bon, nous, on arrive à pouvoir faire, et puisque ça a été le cas avant ce constat, nous l'avons fait avant avec moins. Mais nous n'avions pas ces conditions de fiscales qui sont aujourd'hui. Rien ne nous empêche de pouvoir travailler sur ces considérations-là, moins de fonds propres, avec un accompagnement sur bancaire classique. Prêt libre, donc. Aujourd'hui, c'est la réflexion qu'on a. C'est très difficile sur une opération en logement intermédiaire d'équilibrer avec... Certes, il y a la baisse de la TVA, il y a la TVA à 10 et l'exonération de la TFPB, c'est évident, mais avec le même taux de prêt et une quotité de fonds propres de 30% et une baisse des loyers de 4 €, c'est très très compliqué d'équilibrer une opération en PLI. Donc aujourd'hui, on les finance en financement libre. Et finalement, c'est un blocage pour nous pour produire du logement intermédiaire. Oui, vous êtes plutôt sur le LI que le PLI, c'est ça? Ah bah oui, le logement intermédiaire, oui, tout à fait. Donc là, il nous faut trouver l'ajustement taux fixe, le taux variable, qui effectivement, mais ça rejoint tout à fait votre remarque sur le financement en financement prêt libre. Tout à fait, sachant qu'aujourd'hui, on ne peut pas financer le LI en VFA, enfin, tant que les amendements ne sont pas passés. Juste, et après, je passe la parole au prochain. Par rapport au montage ALS, effectivement, il me semble également que c'est un levier opportun pour la production de logements intermédiaires, parce que c'est l'inverse du démembrement classique. C'est également destiné à des zones tendues, et ça permet aux nus propriétaires qui effectivement seraient le bailleur social de faire porter le financement par l'investisseur institutionnel, et donc de rester dans son métier qui est le logement social, et de récupérer l'usufruit, et donc de ne pas reloger les locataires et de garder le même niveau de loyer. Donc je pense qu'effectivement pour le logement intermédiaire, c'est également une piste à creuser. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois. Juste peut-être pour compléter ce qui a été dit, je pense que on est en train d'expérimenter la Caisse des dépôts était depuis toujours réticente à faire des prêts en taux fixe, donc à
à porter le coût de la transformation. Il y a une brèche qui est ouverte et on suit ça, nous, assez attentivement sur le PSLA, puisque alors, c'est des promesses d'engagement pour les promesses de taux fixe pour les acquérants. Donc il y a des expérimentations qui vont être menées. C'est peut-être intéressant parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, vu le niveau des taux, dont on sait qu'ils vont rester normalement